Bonjour à tous, il est 14 heures, nous allons pouvoir reprendre les travaux. Donc nous allons débuter cette séance de cet après-midi consacrée au signalement des collections iconographiques par une discussion, un échange avec Corinne Lebitouzé que je vais présenter dans un instant. Je tenais tout d'abord effectivement à faire le lien avec l'intervention ce matin de Michel Melot, qui a éclairé effectivement les différentes problématiques pour vous montrer effectivement l'ouvrage de référence qu'il a mentionné ce matin, Images et bibliothèques sous la direction de Claude Collard et Michel Melot. On va beaucoup l'utiliser, cet ouvrage, puisqu'on s'y est vraiment employé effectivement à en faire un ouvrage de référence pour la journée d'aujourd'hui. Alors dans cet ouvrage, Michel Melot indique que les images posent problème aux bibliothèques, qu'elles se plient mal aux règles de catalogage conçues pour les livres, qu'elles défient l'indexation car elles ne peuvent pas être réduites à des mots. Ça fait écho effectivement à l'intervention de ce matin. Il est même question un peu d'un retard pris par les bibliothèques en matière effectivement de catalogage, de signalement. Alors ce matin, on a commencé à distinguer des logiques effectivement de classement, des logiques de traitement, des logiques de catalogage, de signalement, de numérisation. Vous allez le voir que ça va être au cœur en fait, de nos discussions cet après-midi. Donc l'intervention de Corinne sera suivie par une table ronde en lien effectivement avec vous pour dialoguer en fait, sur ce constat fait par Michel Melot dans Images et bibliothèques d'un retard en termes de catalogage, sachant que le signalement des collections, comme l'a signalé ce matin Jérôme Belmont, est une des priorités du plan d'action pour le patrimoine écrit, et on voudrait dire écrit et graphique. Donc, je vais tout d'abord effectivement présenter Corinne, qui est archiviste paléographe, qui est conservateur général des bibliothèques, aujourd'hui adjointe au directeur du département des estampes et de la photographie à la BNF et chargée des collections d'estampes du XVIIIe siècle. Affectée au bureau du patrimoine de la direction du livre et de la lecture de 1986 à 1989, elle a été adjointe du directeur technique de la Bibliothèque nationale de 1989 à 1992, avant d'être responsable de la conservation au département des estampes et de la photographie de 1992 à 2009. Et elle a signé dans ce même ouvrage un très bon chapitre en fait, sur la conservation et le traitement des collections, que je vous encourage vraiment à lire avec beaucoup d'attention, avec à la fin de ce chapitre une contribution importante sur comment bien conserver ces collections iconographiques. Mais je vais tout de suite entamer la discussion avec une première question qui va revenir sur ce que je viens de dire. Y a-t-il un retard accumulé par les bibliothèques en termes de traitement des collections iconographiques ? Merci. Alors, je ne m'aventurerai pas à parler de ce que vous faites dans vos bibliothèques. Je peux vous dire qu'au département des estampes et de la photographie, nous avons un retard de catalogage, un retard qui se chiffre en millions d'images. Alors peut-être avant de commencer, quelques mots justement sur le département des estampes et de la photographie pour que vous ayez une idée de la multiplicité du type d'images que nous conservons, ce qui va me permettre ensuite d'éclairer peut-être certaines parties de mon intervention. Donc, est-ce qu'on peut passer le PowerPoint, s'il vous plaît ? Non, c'est moi ? C'est moi, d'accord. Donc, je vous ai rassemblé sur cette image quelques-uns des types d'images que nous conservons au département. Donc c'est une collection très, très ancienne, hein, puisqu'elle remonte à l'acquisition par Colbert en 1667 d'une des plus grosses collections d'estampes de l'époque, celle de l'abbé de Marolles, qui fait arriver dans les collections royales 80 000 estampes et dessins. Donc je vous ai ici mis une photo, c'est pas très pratique, une photo, je ne sais pas si vous voyez, non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Alors, vers l'ordinateur ? Ah oui, d'accord, ok, merci. Ça marche là ? Donc, je vous ai mis une photo d'une des deux salles de lecture du département, puisque nous avons deux salles de lecture, une salle de lecture du fonds général et une salle de lecture de la réserve. Et donc, vous... Voilà, oui, en haut, à droite pour vous. C'est pas très pratique.
Attends, je repasse en arrière. Voilà. Et donc, sur cette diapo, bien, je vous ai mis un certain nombre de types d'images. Donc, vous voyez qu'on a de l'estampe ancienne, ici Dürer, de l'estampe plus contemporaine, des cartes et plans, des dessins, de l'estampe extrême orientale, des affiches, de la photo et toute une série d'éphéméras iconographiques, des calendriers des postes, des images de piété, des étiquettes de vin, et j'aurais pu en rajouter encore comme ça beaucoup. Nous venons par exemple, depuis quelques années, nous constituons une collection de dessins autour du dessin de presse contemporain. Donc vous voyez un nombre très important de types d'images à cataloguer. Et donc, tout ça représente 15 millions d'images. On ne les a jamais comptées, je vous rassure, mais on dit qu'on a 15 millions d'images. Et une des caractéristiques, en fait, de ce département, c'est sa double nature. Nous sommes à la fois une collection de type muséal, les estampes de Dürer, par exemple, ou des dessins de François Boucher, comme celui que je vous ai mis ici, mais également un centre de documentation par l'image. Et je reprendrai ici la formule qui me paraît la meilleure qui soit, qui est celle de l'abbé de Marolles, donc au XVIIe siècle, qui qualifiait sa collection de bibliothèque imaginaire, donc on est bien dans une bibliothèque, et imaginaire en ce qu'elle est constituée d'images. Donc, je continue ? D'accord. Alors, peut-être pour aborder cette question du retard de signalement, je pense que c'est important de vous expliquer comment on a signalé nos collections depuis le XVIIe siècle, en fait. Et la tradition du département, comme celle des collectionneurs d'estampes du XVIIe, XVIIIe siècle, ce n'est pas de cataloguer la pièce, de signaler les pièces une à une, mais de les classer. Quand je suis arrivée au département des estampes, un conservateur qui était en poste depuis un certain temps m'avait dit doctement, au département des estampes, on classe d'abord, on catalogue ensuite, et puis il m'avait regardé, il m'avait dit, on catalogue longtemps après. Et il avait raison. Donc, ce qui fait que ce type de gestion de la collection, ce classement plutôt qu'une description, fait que quand on a voulu signaler les collections qu'on avait dans le département, eh bien, on a fait un signalement au recueil. C'est-à-dire qu'on a dit, eh bien, on a un œuvre, puisque quand on parle de l'œuvre d'un artiste, Ernesto Basquiat, un œuvre de François Boucher, qui est ici constitué de 16 volumes. On a une série de topographies classées par pays, division administrative. Et donc, dans le catalogue, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? Topographie de Paris, premier arrondissement, premier quartier, le Louvre, etc. On a aussi fait des signalements comme ça en recueil autour des collections de collectionneurs. Donc, ici, je vous ai mis l'exemple de la collection de Michel Hénin, qui est une collection consacrée à l'histoire de France. Et donc, cette collection, elle était signalée dans le catalogue comme collection Michel Hénin, estampes relatives à l'histoire de France, et puis les différentes périodes chronologiques concernées par les différents tomes. Et donc, à quoi les lecteurs avaient-ils accès jusqu'en 2006, en fait ? Eh bien, c'était un catalogue sur fiche où n'étaient signalés que les recueils factices, les suites éditoriales et les imprimés. Et tout ça était classé soit au nom de l'artiste, soit par sujet. Ce qui veut dire que quand quelqu'un arrivait et voulait savoir ce qu'on avait sur François Boucher, il allait au catalogue général sur fiche, il regardait la section François Boucher, il avait l'œuvre de François Boucher, éventuellement si Boucher avait écrit, il aurait eu les écrits de Boucher, et puis il avait les ouvrages qui avaient été consacrés, enfin qui étaient consacrés à Boucher et qui étaient conservés dans nos collections de documentation. Alors, il s'est avéré au bout d'un moment que ce signalement par recueil ne suffisait pas et on s'est lancé dans une entreprise totalement folle, on ne l'a pas fini, qui consistait, on a commencé en 1925, qui consistait en fait à décrire à la pièce, uniquement pour les graveurs français, nos collections. Donc en travaillant par siècle. 16e siècle, ordre alphabétique des artistes, 17e pareil, 18e pareil, et inventaire après 1800, puisqu'on n'était pas encore allé jusqu'au 20e siècle. Tout ça classé donc, par ordre alphabétique d'artistes. Donc vous avez ici un exemple de ce que donne la description à la pièce dans ces inventaires du Fonds français, donc imprimé, publié en volume, d'une estampe de l'œuvre de François Boucher dont je vous parlais tout à l'heure.
Donc vous voyez que c'est une description extrêmement précise et où on va reprendre donc, les éléments d'information qu'on a sur l'image en les transcrivant avec une description des dimensions et puis un certain nombre d'annotations, de références bibliographiques, etc. Un autre exemple pris dans les séries de topographie sur Paris, donc toujours dans l'inventaire du Fonds français, vous voyez qu'on a également toujours le même type d'information. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en 1925, quand on a commencé cette entreprise, il y a des règles qui avaient été définies pour rédiger les notices de l'inventaire du Fonds français. Ce n'était pas une norme, c'était un document à usage interne, mais tous ces inventaires du Fonds français, pour ce qui a été publié, c'est-à-dire pour les artistes jusqu'à la lettre L, le L est la lettre fatidique au département des estampes. Nous n'arrivons jamais, mais je dis bien jamais, à passer de l'autre côté du L. Sauf le 19e, qui est allé jusqu'à Marville. Il faut que je sois honnête. Tout ça était quand même normé, hein, même si c'était à usage interne. Alors, un autre type de description qu'on peut trouver dans ces inventaires imprimés, c'est celui qu'on trouve dans l'inventaire de la collection de Michel Hénin, donc sur l'histoire de France, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été publié donc, à la fin du 19e siècle par Georges Duplessis, où là, on a une description, alors pas du tout normée, hein, on est à la fin du 19e siècle, beaucoup plus succincte, mais qui suffit à identifier la pièce, en particulier parce qu'il y a cette description. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas d'un retard en tant que tel, mais plutôt d'une différente approche en fait, par rapport au sujet, avec le classement en fait, et l'expertise en fait, sur les collections avant effectivement le catalogage. Mais l'informatisation arrive et donc pose de nouvelles questions, puisque là on est sur des catalogues papier. Et l'informatisation, quelle a été l'aide en fait, de l'informatisation pour le traitement des collections? Alors, vous allez voir que c'est à la fois une aide, parce qu'il y a des points positifs dans cette informatisation, mais parce qu'on n'a pas forcément identifié tout ce qui pouvait bloquer, il y a aussi des points négatifs sur lesquels on est en train de se pencher actuellement. Donc, en 1986, le département des estampes devient l'un des premiers départements de la BNF à cataloguer en ligne ces documents spécialisés. Les imprimés avaient commencé bien avant nous. Donc cette informatisation de la description des pièces, je ne parle pas des recueils, mais des pièces, hein, il y a toujours cette distinction, a donné lieu à la mise en chantier d'une norme, donc qui est la norme actuellement en vigueur, la Z44077, qui en fait se base sur les ISBD. Les ISBD pour les non-book material, ils datent de 10 ans, enfin de près de 10 ans avant, hein, c'est en 1977 que paraissent les ISBD pour les non-livres. Et il a fallu attendre quand même un certain temps avant que le département des estampes, qui a été moteur quand même dans cette affaire, prenne les choses en main et commence à rédiger la norme. Mais la norme, elle ne sera publiée qu'en 1997. Alors pourquoi une telle durée de travail sur cette norme? Eh bien, parce que pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure, c'est que traditionnellement, les images, elles sont plus classées que décrites à la pièce. Donc, rédiger une norme qui donnait les indications pour les décrire à la pièce, ce n'était pas forcément dans l'habitude des conservateurs d'estampes et de photos. Aussi parce que l'image, elle est en bibliothèque, mais elle est en musée, elle est en centre de documentation. Donc en fait, elle est dans des institutions qui ont des pratiques et des approches totalement différentes. Et donc il a été compliqué de mettre d'accord en fait tous ces experts. Alors, je n'étais pas au département des estampes à ce moment-là, mais on m'a raconté que les discussions des conservateurs entre eux autour de cette norme ont été extrêmement musclées. Parce que certains disaient, ben non, on a des modes de description, on a la norme de l'inventaire du Fonds français qui nous convient tout à fait. D'autres disaient, ah non, la description de Bartsch dans le peintre-graveur, c'est exactement ça qu'il faut faire. On ne va pas se mettre à cataloguer les images comme des livres. Mon Dieu, quelle horreur. Donc ça a vraiment pris beaucoup, beaucoup de temps.
Et puis aussi parce que les pièces à décrire sont extrêmement variées. C'est-à-dire cette norme, elle vous permet de décrire une estampe du XVIIIe siècle, mais elle vous permet aussi de décrire une carte postale. Or, les spécialistes, les conservateurs de ces différents types d'images n'avaient pas le même rapport à l'image. Donc ça a été quand même très compliqué. On a fini par y arriver en 1997. Et pour le catalogage, donc dans le système informatisé de la BNF, on a choisi un format marque, et donc l'intermarque, puisque c'est le format qui est développé par la BNF. Donc, à l'époque, nous cataloguions dans une application dédiée. Chaque département spécialisé avait sa propre application et qui répondait pour les estampes au doux nom de BN Opaline. Et donc, à partir de cette date, on s'est mis à cataloguer à la pièce. Révolution copernicienne au département des estampes. On a commencé en fait par cataloguer les entrées. Le département des estampes, je ne l'ai pas dit, mais s'enrichit par don, par acquisition, mais aussi par dépôt légal. Depuis le XVIIe siècle, l'image imprimée en France est soumise à dépôt légal. Enfin, pour le XVIIe siècle, le terme est anachronique, et donc arrivent en masse en fait des gravures. Des estampes, des photographies, des affiches, des cartes postales, etc., etc. Et donc, on s'est mis à les cataloguer à la pièce pour les estampes, les photographies et les affiches, donc dans ce catalogue. On a fait à ce moment-là aussi un test sur l'ancien. Alors là, c'était sacrilège. Mais les conservateurs de l'époque ont tenu bon. Et donc, on a fait un test sur 15 000 images pour constituer le corpus des images autour de la Révolution française, qui ensuite a été publié sous forme de vidéodisque et qui est maintenant consultable sur le site de l'université de Stanford. Et depuis cette période, il y a eu une très importante montée en puissance, surtout à partir des années 2000, sous la poussée de la numérisation, mais là, on va y revenir. Donc, je vais passer rapidement sur les différentes étapes de l'informatisation, mais en 2000, on a converti donc, le catalogue sur fiche, celui qu'on appelait le catalogue des recueils et des livres, on l'a rétroconverti dans BN Opaline. À partir de 2000, pour pouvoir numériser, on a rétroconverti dans ce catalogue BN Opaline tous les inventaires imprimés qui avaient été, de description à la pièce, qui avaient été générés par nos prédécesseurs depuis la fin du XIXe siècle. Donc, vous avez l'inventaire Hénin, l'inventaire de Vinck, etc., ce qui nous a permis de numériser derrière, on va y revenir. Et puis, en 2006, BN Opaline a été fermé et versé dans le catalogue général de la BNF, qui devient à ce moment-là un véritable catalogue multimédia. Donc, tout ça génère quand même des masses de notices extrêmement importantes. Là, je vous mets les chiffres tels que je les ai trouvés le mois dernier. Donc, 680 000 notices de documents iconographiques, avec 105 000 notices de recueil. Donc, vous voyez le nombre de la part du fond qui est décrite par des notices recueils, et 575 000 notices de pièces. Quand on sait qu'un recueil, c'est au minimum 60-70 pièces, vous voyez que la part de la collection décrite en recueil est beaucoup plus importante que la part de la collection qui est décrite à la pièce. Et puis, je passe sur les notices d'imprimés, etc. Et quel bilan peut-on tirer de ces choix successifs ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des points positifs, et beaucoup de points positifs. Donc, ça veut dire que l'image fixe est présente dans le principal catalogue de la Bibliothèque nationale de France. De toute façon, quand on a choisi d'être informatisé, il n'était pas question de passer en EAD. Donc, ce qui a été décidé, c'est l'image dans le catalogue général. On s'aperçoit qu'avec quelques adaptations, l'ISBD convient parfaitement à la description d'une image. L'image, elle a un auteur, un titre, des mentions d'édition et une date. Et donc, alors j'espère que je vais réussir. Je vous montre. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut arriver avec à faire avec la norme Z44077 et donc dans le format intermarque de la BNF pour la description d'une image qui, elle, est vraiment à caractère muséal, puisque c'est les trois croix, une des plus célèbres estampes de Rembrandt. Donc, vous voyez que c'est parfaitement décrit. On a des zones de notes importantes, on a des zones de référence bibliographiques importantes, on a une indexation, etc. On y reviendra.
Et puis, je peux descendre. Et puis, vous voyez que l'intermarque de la BNF qui a été alimenté, nourri pour nous aider à décrire au mieux nos pièces, nous permet de faire des liens entre les différents tirages, entre les différents états d'une estampe, et nous permet de faire le lien à l'œuvre de l'artiste, donc à la notice recueil, ce qui nous permet de garder une structure. Alors, est-ce que je vais réussir? Je crois qu'il faut que je fasse les 4 doigts. Non. Oui. Voilà, donc en plus, alors oui, je vous ai montré une notice d'estampe, mais on peut tout aussi bien décrire de manière extrêmement scientifique et extrêmement précise un dessin. Ici, vous avez un exemple de dessin de l'architecte Étienne Louis Boullé, l'architecte de la fin du XVIIIe siècle. Voilà, donc toujours la même structure, et on va y revenir, la notice, le lien à la notice de l'œuvre de l'artiste. Non, pardon, excusez-moi, voilà. Mais cette informatisation a quand même eu des points négatifs. Et le point essentiel, c'est qu'en fait, à l'arrivée, nous avons un catalogue très hétérogène qui va, puisqu'on y a versé à la fois les notices de recueil, qui constituent vraiment la colonne vertébrale du signalement aux estampes, et les notices de pièces. Ce qui fait que le catalogue n'est plus capable, tel qu'il est actuellement, de restituer la structure historique du signalement au département. Et quand vous interrogez François Boucher, eh bien vous avez une liste de réponses qui va mêler les notices recueil de l'œuvre, le pièce à pièce de François Boucher, enfin, et on se rend compte que les lecteurs, les chercheurs, ne comprennent pas la hiérarchie qu'on leur propose, tout simplement parce que le catalogue ne permet, le WebCCA de la BNF ne permet pas de le restituer. Et on perd la hiérarchie et on perd la notion de granularité. Alors, vous l'avez vu dans les 2 notices que je vous ai montrées, on a créé une zone dans l'intermarque pour pouvoir faire le lien entre la pièce et le recueil dans lequel elle est conservée. Malheureusement, je vous ai dit, on a quand même beaucoup nourri ce catalogue avec des rétroconversions de catalogues imprimés, et il n'a pas été possible d'implémenter cette zone de lien au moment du chargement des rétroconversions. Ça aurait demandé un travail totalement fou, parce que les rétroconversions, je vous parle de 150 000, 200 000 notices qui ont été rétroconverties de cette manière-là. Donc, il aurait fallu y aller à la main et ce n'était pas possible. Mais ça veut dire qu'en fait, on n'a pas systématiquement ce lien entre le recueil de l'œuvre ou le volume, le recueil du sujet et la pièce décrite, ce qui rend la consultation un peu compliquée. Et puis, donc l'interface publique du catalogue de la BNF, quand vous l'interrogez comme ça, vous tombez sur tout type de documents, ce qui génère beaucoup de bruit à l'interrogation. Donc là, on a trouvé un moyen de pallier cette difficulté. Je ne sais pas si ça va marcher. Non. Bon, le lien ne marche pas. Mais donc, sur la page du catalogue général, vous verrez qu'il y a des univers. Il y a un univers jeunesse, un univers musique et un univers images et cartes qui vous offre des possibilités de recherche, alors qui ne va vous donner des réponses que pour les documents iconographiques, et qui va vous offrir un certain nombre de champs d'interrogation qui sont spécifiques à l'image. Donc ça permet de réduire un petit peu le bruit qui peut être généré par notre catalogue. À ce moment de l'exposé, il est important de signaler que les services d'archives ont adopté effectivement l'EAD, que les bibliothèques universitaires avec CALAM et l'ABES ont adopté effectivement également l'EAD. Donc, d'une certaine manière, il y a eu effectivement un peu scission en fait, dans les approches en fait, de catalogage en fait, des documents iconographiques, avec d'un côté effectivement le format marque, adopté effectivement par la Bibliothèque nationale de France, par un certain nombre de bibliothèques, et d'un autre côté, l'EAD qui s'est imposé dans les services d'archives, dans les bibliothèques universitaires, ainsi qu'y compris à la BNF, avec archives et manuscrits. Avec archives et manuscrits, effectivement. Alors, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, aux estampes, la question ne s'est pas posée. On a informatisé
très tôt, à un moment où la question de l'EAD ne se posait pas, et il est bien entendu impossible maintenant d'imaginer revenir en arrière. D'autant que, je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de points positifs dans l'utilisation de l'ISBD et du format Intermarc pour la description de l'image. Donc nous resterons, enfin nous sommes dans un format marque, nous sommes dans le catalogue général et nous y resterons. Même si effectivement il y a ce problème de hiérarchie de la collection qui n'est pas bien restituée. Donc on aura l'occasion, je pense, dans les questions-réponses, de revenir sur ce point, ainsi que dans la table ronde. Mais on va passer effectivement au troisième point, qui est la numérisation. Corinne, effectivement, quels apports en fait la numérisation a pu aider en fait les bibliothèques, les institutions en fait à mieux traiter et à mieux signaler, à mieux rendre visible en fait leur corpus iconographique? Alors tout simplement parce que ça nous a obligés à cataloguer à la pièce. Si vous voulez numériser une image sans la munir de métadonnées, ça ne sert à peu près à rien. Donc il fallait générer des métadonnées. Donc dans le monde des bibliothèques, générer des métadonnées, c'est cataloguer l'image. Donc pour nous, ça a vraiment été un coup un vrai boost dans notre signalement à la pièce. Alors, on a abandonné la logique de l'inventaire du fonds français parce que comme l'idée c'est de travailler par artiste, vous vous trouvez avec des artistes très importants et puis celui d'après, il a fait 3 pièces sans aucun intérêt. Et la numérisation étant aussi ayant aussi une mission de valorisation, il était quand même plus important pour nous de signaler les grands noms de l'estampe. Donc, on a vraiment repris un catalogage à la pièce, mais en ciblant les grands noms ou les corpus autour des sujets particulièrement intéressants. Alors, la question que nous nous sommes posées à ce moment-là, c'est la question de la granularité de la numérisation. On avait des notices recueils, pas beaucoup de pièce à pièce, et à un moment on s'est dit, c'est pas grave, on a une notice recueil, œuvre de Boucher, et puis on va numériser les 16 volumes de l'œuvre de Boucher derrière la notice œuvre de Boucher. Ça n'aurait vraiment eu aucun sens. Donc, dans certains cas, on a choisi de se lancer dans le catalogage à la pièce et on a fait du signalement vraiment précis. Dans d'autres cas, la numérisation par recueil ou par petit lot est tout à fait pertinente puisqu'on peut avoir un ensemble d'images autour d'un même sujet et la description à la pièce est moins pertinente. Et de toute façon, ça prend tellement de temps, ce serait un chantier tellement lourd que si on se disait qu'on allait cataloguer à la pièce chacune des images qu'on numérise, on n'y arriverait pas. Actuellement, on a, depuis 2010-2011, on numérise à peu près 90 000 images par an. On est absolument incapable de générer 90 000 notices par an. C'est trop. Actuellement, le département des estampes a entre 1 million et 1,5 million d'images en ligne sur Gallica. Donc, de toute façon, la logique du pièce à pièce n'était pas importante. Alors, comme on a choisi quand même, dans certains cas, pour faire avancer la numérisation, de numériser au recueil, on a fait évoluer le format Intermarc pour avoir une autre possibilité de générer les métadonnées en légendant, en fait. Donc, en fait, vous voyez ici la notice d'un album de portraits cartes de visite qui a appartenu à Édouard Manet. Donc, la notice recueil en elle-même est très basique. Mais vous avez derrière, en fait, un légendage de chacune des images. Et donc, on a travaillé avec Gallica, avec notre service informatique, pour pouvoir avoir un système qui lie chaque image à son image sur Gallica. Et donc, l'intérêt de cette zone, dite zone 093 dans l'Intermarc, est qu'elle est interrogeable. Elle est interrogeable à la fois par tout mot de la notice et par mot du titre. Et quand vous allez sur Gallica, vous voyez que vous avez la légende qui s'affiche sous l'imagette. Voilà. Et qui reste, quand vous zoomez sur une des pages, qui reste parfaitement interrogeable. Donc, on a beaucoup utilisé pour ce type de document, pour des corpus à valeur documentaire, on a beaucoup utilisé ce système de légendage. Alors, est-ce
Non, pardon. Voilà. Alors, donc, ce qu'on peut signaler aussi autour de la numérisation, c'est que ce qui s'affiche, et ça on a du mal à le faire comprendre au lecteur, ce qui s'affiche dans le catalogue général de la bibliothèque, et vous voyez à quel point certaines notices peuvent être extrêmement détaillées, n'est pas ce qui s'affiche dans Gallica. On peut même remonter d'un cran. Gallica n'est pas le catalogue général de la Bibliothèque nationale de France. Parce que le nombre de fois où on me dit « Ah, j'ai regardé sur Gallica, mais je n'ai pas trouvé, donc vous n'avez pas », y compris parmi des collègues de musée, ça prouve bien qu'il y a un problème d'identité. Je ne sais pas où se situe le problème, mais en tout cas, il faut vraiment que nous, on soit très pédagogues et qu'on explique qu'il y a le catalogue général, où il y a tout, ou en tout cas, où tout est signalé à des degrés divers, et Gallica qui n'est que ce que nous avons numérisé. On a 15 millions d'images, il y a 1 500 000 images des estampes sur Gallica, donc vous voyez que si on se contente de la consultation de Gallica, on passe à côté de beaucoup de choses. D'autant que ce qui s'affiche sur Gallica, ce n'est pas la notice du catalogue général, mais une notice en OAINUM. Eh bien, la notice, elle est tout à fait normalement appauvrie, puisqu'il n'y a pas suffisamment de champs. Alors là, je ne suis pas trop technicienne, mais on utilise à ce moment-là le Dublin Core, et le Dublin Core n'a que 15 champs, je crois, donc ça ne permet pas de restituer toute la richesse de la notice du catalogue. Donc, ça appauvrit la réponse, parce que si vous interrogez par un mot qui est dans la note, le catalogue général va répondre. Comme les notes ne passent pas en OAINUM, le même mot ne répondra pas sur Gallica, donc vous perdez l'information. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait important pour nous. Il faut que je retrouve ma... Non. Alors, excusez-moi, je cherche mon... Voilà, c'est là, c'est bon. Donc effectivement, le Dublin Core, vous le savez, n'a que 15 composants, tous facultatifs. Et donc, comme le montrait bien la diapositive précédente, on voit bien la différence effectivement de qualité de description et d'expertise sur la notice bibliographique du catalogue général de la BNF et dans Gallica. Il y a vraiment un appauvrissement en fait, de l'information qui interpelle. C'est-à-dire que Gallica n'est pas un catalogue, donc ça peut se comprendre. Simplement, il faut être très pédagogue et bien faire comprendre aux chercheurs que tout n'est pas dans Gallica et que Gallica, encore une fois, n'est pas un catalogue. Ça rend d'autres services, d'énormes services, mais ce n'est pas un catalogue. Et donc, d'un point de vue perspective, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les prochains temps, que ce soit... Alors, donc là, peut-être un point sur l'indexation. Sur l'indexation, oui, rapidement. Faire partie effectivement des voilà. perspectives. Donc là, je vais passer peut-être assez vite. Donc il y a la question de l'indexation. On a longtemps hésité entre une indexation iconographique qui allait décrire les éléments de l'image et une indexation du sujet, au thème général de l'image. Donc nous avons choisi, parce que nous ne sommes pas une banque d'images, mais une collection d'images, nous avons choisi une indexation au sujet. Puisque nous sommes dans le catalogue général de la BNF, nous utilisons en priorité le vocabulaire Rameau, qui est parfois peu adapté à l'image, parce que quand il s'est agi d'indexer une cour de ferme chez Boucher, c'est devenu exploitation agricole. Donc c'était un peu difficile. Alors, ce qui fait que, puis en plus pour certains champs couverts par les images, surtout les images anciennes, Rameau n'est pas assez fin, quoi. En particulier si vous voulez décrire une image religieuse, indexer une image religieuse. Dans Rameau, c'est un peu compliqué parce que Jésus-Christ, enfance et jeunesse, c'est pas très joli. Donc, nous avons, pour certains corpus particulièrement importants, nous sommes allés vers Iconclass, qui est un système de classification qui à un moment a été géré par le RKD, donc l'Institut d'histoire de l'art néerlandais, qui maintenant, je crois, est géré par une fondation.
et qui est accessible gratuitement sur Internet. Et l'intérêt, en fait, c'est que c'est vraiment adapté au sujet de l'image et ça donne une espèce de structure, de hiérarchie. Donc, vous voyez, par exemple, ici, sur cette notice des trois croix, donc, Jésus-Christ, crucifixion, ça c'est du Rameau, mais vous voyez qu'en dessous, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus précis, qui est l'entrée repérée dans Iconoclast. Alors, Iconoclast n'est pas implémenté dans le catalogue général de la BNF, ça c'est un sujet qu'il va falloir qu'on traite à un moment ou à un autre. Est-ce qu'on fait le lien avec Iconoclast ou pas? Vous voyez que c'est quand même très précis, parce que vous avez les références à la Bible, etc. Voilà. Attendez, excusez-moi, j'ai du mal à mettre. Ah ben non, c'est bon. Non, je ne sais plus où je suis là. Je sais plus si, non, je suis plus sur le PowerPoint. Voilà. Et puis, pour pallier les insuffisances de Rameau, enfin, c'est parce que Rameau n'est pas fait pour ça, donc ce n'est même pas des insuffisances, c'est que Rameau n'est pas l'outil adapté. Nous avons développé des référentiels qui sont propres à l'image, qui, eux, sont implémentés dans le catalogue général et qui vont permettre d'indexer les techniques, d'indexer les typologies, d'indexer le genre iconographique, l'esthétique de l'image. Donc les perspectives. Alors, les perspectives, eh bien, je pense que vous, comme nous, on est face à ce tsunami qu'est la transition bibliographique. Donc la BNF est en train de rédiger, la BNF et l'ensemble de la profession est en train de rédiger les codes RDA les codes RDA-FR qui vont permettre donc d'appliquer, de mettre en œuvre cette transition bibliographique. Donc ça suppose à la BNF et au département des estampes, puisqu'il en est question ici, un changement de conception du signalement. Donc on est en train de travailler justement sur les nouvelles consignes de catalogage dans ce nouveau contexte, et je ne vous cacherai pas que pour nous, la transition bibliographique et la FRBérisation des catalogues, ça risque d'être un peu compliqué, parce que, enfin, on va voir. On va pas s'énerver avant d'avoir commencé. Donc, on va commencer, nous, fin 2025, puisque, évidemment, le catalogue général, son petit nom AD402, l'outil de production, ne permet pas de travailler en RDA. Donc, on est en train de développer un nouvel outil de production qui s'appelle Noémie, et dont le déploiement est prévu à la fin 2025. Je voulais vous dire autre chose, donc déploiement de Noémie fin 2025, rédaction des consignes de catalogage, et développement d'un nouvel intermarque, dit intermarque NG, qui va permettre donc d'appliquer qui va permettre de cataloguer selon la méthode des FRBR. Et en parallèle, la BNF s'est lancée le centre Rameau, la BNF s'est lancée dans une réforme du vocabulaire Rameau qui vise à simplifier son utilisation et sa gestion. Donc là, je vous renvoie sur le site de Rameau qui explique ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez tous les détails ici. Voilà, je crois que j'ai terminé ce que je pouvais dire. Une ultime question, mais avant d'ouvrir effectivement la discussion à la salle, celle effectivement d'une personne qui a géré effectivement un fonds iconographique. Quelles sont les recommandations en fait que tu donnerais en termes de signalement? En termes de signalement. Alors, le principe que j'ai pris aux estampes, c'est de ne pas me lancer tête baissée dans le pièce à pièce. Parce qu'on n'y arrive pas, on s'épuise et on ne voit jamais la fin. Donc, je crois que vraiment la bonne solution, c'est de commencer par la description des recueils, des lots, en définissant ce qui est pour vous un lot ou un recueil, de bien mettre ça au carré. Et là, on va reprendre d'ailleurs aux estampes, on va refaire un passage sur les notices recueils, parce qu'il y a eu des dérives à certains moments, donc on va reprendre les notices recueils. Et une fois que vous avez
bien mis en place ces structures de recueil, définir au sein de ces recueils quels seraient les chantiers de catalogage prioritaires. Ne pas faire comme pour l'inventaire du Fonds français, en commençant à la lettre A et en vous arrêtant à la lettre L. Donc il vaut mieux travailler qu'est-ce qui est le plus en rapport avec votre fonds, qu'est-ce que vous pouvez avoir envie de mettre en valeur, qu'est-ce qui peut intéresser un projet de recherche. Nous, un certain nombre de nos chantiers de catalogage sont issus de projets de recherche, parce qu'un chercheur va vouloir travailler sur un corpus, eh bien, soit il va nous donner les notices, et ça, c'est vraiment le top du top, parce qu'on n'a plus que des copier-coller à faire dans le catalogue, soit on va travailler avec lui pour construire ces notices. Donc, vous voyez, il y a plusieurs critères qui peuvent entrer en ligne de compte dans la priorisation du fonds. Mais je pense que le maître mot, c'est traitement à grosse maille, puis priorisation. Voilà. Voilà, la parole. Je remercie effectivement Corinne d'avoir répondu à toutes mes questions et je donne la parole effectivement à la salle. Y a-t-il des questions? On a prévu un quart d'heure en fait d'échange avec vous. Je me lance, mais ça remonte vraiment à très très loin dans ma carrière. Mais pour donc, ces questions de recueil factice que vous utilisez toujours finalement, qui me font penser au travail que je faisais quand j'étais aux Archives nationales à l'époque. Pas de pièce à pièce, mais évidemment les descriptions beaucoup plus agrégées. Vous le faites également pour le flux, puisque vous recevez le dépôt légal. Et donc le flux, ça marche comment? Vous prenez les pièces, vous les classez dans des dossiers qui existent déjà, d'une certaine manière, ou vous en constituez d'autres, et vous continuez à incrémenter ces dossiers Tout à fait. un peu factices, c'est ça? Tout à fait. La règle, c'est on ne catalogue jamais une pièce d'un artiste sans avoir créé sa notice recueil si elle n'existe pas. C'est vraiment, parce que, encore une fois, c'est vraiment la colonne vertébrale du département. Et encore maintenant, quand on veut renseigner un lecteur au département des estampes, on va utiliser en priorité le guide du lecteur publié par Henri Bouchot en 1895. Alors bon, pour le contemporain, il n'est pas à jour, mais pour l'ancien, c'est très bien. Qui ne décrit pas la liste des pièces qu'on a dans le département, mais qui fait la liste cote par cote de l'ensemble des recueils. Donc vraiment, pour nous, c'est ça l'important, c'est d'avoir systématiquement un recueil dès qu'on a une pièce d'un artiste, au moins une notice recueil. Et une des choses sur lesquelles je voudrais travailler maintenant, on a fini les transferts, fini les déménagements et fini la réorganisation du département, c'est de mettre au point une espèce de bouchot électronique, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on peut l'appeler, en tout cas un accès via le site web qui restitue en fait cet accès par recueil et qui ensuite permet de rebondir sur le pièce à pièce lorsqu'il existe. J'avais une question complémentaire à celle de Nicolas Georges portant précisément sur le dépôt légal. Lorsque les déposants donc, vous apportent leurs estampes, est-ce qu'ils livrent avec des métadonnées? Comment ces documents arrivent? Comment vous les identifiez via le dépôt légal? Et est-ce qu'on pourrait envisager, comme c'est le cas pour le livre imprimé, qu'à terme, ces déposants vous livrent aussi des métadonnées en même temps que les documents physiques? Alors, ça dépend de quel type de document on parle. Les graveurs, les photographes, on oublie les métadonnées. Parce qu'ils viennent déposer, on est à la limite, c'est du dépôt légal, mais c'est fait à travers un dialogue avec l'artiste. Donc les métadonnées, c'est un bordereau papier où on a les informations, en fait, qui sont ensuite pieusement conservées dans ce qu'on appelle les cahiers noirs, classés par artiste, en tout cas pour l'estampe. Mais la photo le fait aussi. Pour ce qu'on appelle l'imagerie, en fait, donc les éphéméras iconographiques, il y a une possibilité maintenant de déclarer en ligne via l'extranet du dépôt légal. Et là, effectivement, on peut récupérer un certain nombre de métadonnées. On est en train de travailler à la BNF sur le dépôt légal du numérique, parce que là, je vous ai parlé du document physique, mais on est confronté, en particulier pour l'image, à l'arrivée du numérique natif. Normalement, en 2025, on va commencer à travailler au développement d'une chaîne permettant l'entrée par flux du dépôt légal de la photo. Et là, effectivement, le gros du travail, ça va être d'obtenir
les métadonnées qui sont liées à chaque photo, parce qu'on parle de 50 000, 100 000 images par an. Donc si on n'a pas les métadonnées qui vont avec, on n'arrivera jamais à les traiter. Donc encore une fois, inutile de stocker du numérique si on n'a pas les métadonnées. Donc là, et on se rend compte que lorsqu'on travaille avec les artistes, obtenir ce type de métadonnées, c'est très compliqué. Actuellement, la BNF est porteuse d'un grand projet qu'on appelle la grande commande photo. Hein. Le ministère, dans le cadre du plan de relance post-Covid, a lancé une commande de reportage photographique à, alors, je ne sais plus si 100 ou 200 photographes, j'ai oublié, dont une partie qui est en fait un état de la France post-Covid. Une partie de ces images arrive en physique, mais l'intégralité du reportage va arriver en fichier numérique. Et on demande aux photographes de nous livrer avec les métadonnées. Et on se rend compte que les photographes, ce ne sont pas des bibliothécaires, ce ne sont pas des archivistes. Et il y a vraiment un problème sur la métadonnée fournie par l'artiste. Je pense qu'avec les éditeurs, c'est moins le cas parce qu'eux ont une habitude que n'ont pas les artistes. Il y a plusieurs questions. Hein. Je crois que juste un peu au-dessus, puis il y a Nicolas Georges aussi. On va prendre progressivement. Non, ma question. Pouvez-vous vous présenter avant de poser la question? Valérie Louison-Oudot, Bibliothèque nationale de France. Ma question, c'était juste pour rebondir, en fin de compte, puisque les artistes ne sont pas habitués. Est-ce qu'on va développer une forme de pédagogie pour eux, ou les aider, ou pas du tout? Là, on est vraiment au tout début de la réflexion. Donc, c'est effectivement des questions qu'il va falloir se poser. Mais là, pour le moment, on identifie les points où ça peut bloquer. Et ensuite, on verra comment les résoudre. Et pour ça, la grande commande est vraiment un très, très bon terrain d'exercice parce qu'on est en vrai, là. On n'est pas sur 3 images. Oui, Nicolas Georges, je reprenais un chiffre que vous aviez lancé, mais peut-être que je l'ai mal compris, de 90 000 images numérisées par an, oui, sur 15 millions. Oui. Si je fais la division, 15 millions divisé par 90 000, ça fait 166 ans. Oui. Mais bon, tout n'est peut-être pas... Enfin, après... Voilà, d'une part, il y a la sobriété numérique, et puis après, est-ce qu'il faut tout numériser? Oui, c'est vraiment là encore, il y a une question de priorisation. Hein. On va numériser les œuvres des grands artistes, on va numériser des corpus demandés par des chercheurs, et puis on va numériser ce qu'on appelle les grandes séries documentaires, qui sont vraiment très utilisées, comme par exemple la série sur les portraits, la série sur l'histoire de France, qu'on va essayer de numériser, etc. Ouais. Certes, mais on va parler d'intelligence artificielle. Et pour les entreprises, puisqu'on est aussi là, qui vont générer en tout cas de la valeur avec ces éléments-là, plus, c'était comme Google avec les textes, plus on a d'images, plus ces techniques d'intelligence artificielle vont être pertinentes. Et eux ne sont pas forcément ils vont sans doute pousser. Enfin, on va avoir une demande sociale, peut-être politique, pour avoir de plus en plus d'images de ces collections mises en ligne, quel que soit l'intérêt, enfin, je ne sais pas, des choses, des étiquettes de vin, tout ça, pour ces gens-là, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Tout à fait. Donc on va avoir des logiques assez différentes de celles de la collection artistique, en quelque sorte, et de la valeur artistique qui vont être à l'œuvre, surtout si on est dans la question du dépôt légal numérique, avec des flux beaucoup plus importants d'images qui vont être versées. Tout à fait. Mais là, je pense aussi que c'est là où la notion de numérisation partagée a tout son sens. On avait évoqué un moment, là, on a une collection d'à peu près 600-700 000 cartes postales. On avait évoqué à un moment l'idée de numériser cette collection. Et en fait, on s'est dit non. Enfin, les cartes postales, les bibliothèques municipales en possèdent, les archives départementales en possèdent. Il y a des entreprises de numérisation sur ces collections. Quel intérêt pour la Bibliothèque nationale de numériser 600 000 cartes postales? Donc il y a aussi ça et c'est ce qui va se passer sur la presse. Et voilà. Corinne, est-ce que je peux vous poser une question tarte à la crème? L'indexation par intelligence artificielle, l'indexation par reconnaissance optique des formes,
Alors là, je vais botter en touche et me tourner vers Jean-Philippe Moreux, qui est là-bas, qui va vous en parler demain, je crois, hein, parce que c'est lui qui suit ça à la BNF et il est beaucoup plus calé que moi sur le sujet. Mais oui, c'est une réflexion qui est menée à la BNF actuellement. Est-ce que cette question d'indexation, je n'ai pas monopolisé la parole, peut jouer pour d'autres, d'indexation d'images, peut jouer pour d'autres sujet. On travaille actuellement sur un portail du livre adapté et accessible et il se pose la question pour les aveugles de la lecture d'images. Et la lecture d'images pour des aveugles se fait par la description, par des mots. On est obligé, avec des mots, de définir une image pour que des aveugles puissent lire une image, entre guillemets, par la parole. Et donc la question de l'indexation automatique aussi peut se poser dans cette finalité-là pour rendre lisibles des ouvrages où il y a des graphiques, des images et pas seulement du texte pour des personnes en situation de handicap visuel. Voilà. Tout à fait, mais c'est effectivement une des réflexions qui est menée actuellement à la BNF. Bonjour, je m'appelle Ludivine Javelot, je travaille à la médiathèque du patrimoine et de la photographie. Merci beaucoup parce que c'était vraiment passionnant votre retour d'expérience justement et de parler justement de vos difficultés, des complexités auxquelles vous avez fait face. Et du coup, moi j'avais une question parce que je voulais revenir plutôt sur le signalement et sur les points positifs de l'informatisation, les points négatifs. Finalement, vous vous êtes rendu compte que c'était compliqué, tout le bruit dont vous parliez, parce qu'il y avait des notices au recueil, des notices à la pièce. Et effectivement, c'est compliqué, parce que vous avez fait le choix de prendre l'Intermarque. Mais c'est vrai qu'avec un inventaire et une arborescence qu'on trouve en archive, on n'aurait pas eu ce problème-là. Donc aujourd'hui, quand vous êtes face à des bibliothèques qui ont la possibilité qui ont les armes et les moyens de cataloguer à la fois en EAD et à la fois en Unimark, est-ce que s'ils commencent justement à inventorier et cataloguer des fonds d'estampes, est-ce que ça serait pas mieux qu'ils fassent de l'EAD directement? Est-ce que c'est pas plus adapté? Mais du coup, je me suis posé la question sur l'indexation. Est-ce que finalement l'indexation, elle est pas mieux, elle n'est pas meilleure avec Iconoclast que justement ce qu'on peut trouver en archive? Et aujourd'hui, peut-être que l'avenir, c'est plutôt l'indexation. La transition bibliographique va aussi vers des liens entre les notices, etc. Donc, du coup, qu'est-ce que vous conseilleriez? Alors, il y a plusieurs questions, excusez-moi. Je ne suis pas du tout une spécialiste de l'EAD, donc là, je marche un peu sur des œufs. Moi, je pense qu'on a bien fait de choisir l'Intermarque, mais peut-être parce qu'on est à la Bibliothèque nationale et qu'il y a quand même cette possibilité de lier l'image, la photo ou l'estampe au livre pour lequel elle pourrait avoir été faite. Donc ça, je pense que c'est vraiment une vraie richesse. Vraiment, le problème pour nous, c'est cette histoire de lien. Alors, effectivement, et d'arborescence. Effectivement, l'EAD permettrait d'y répondre. Mais je ne suis pas sûre, en tout cas, je parle pour le département des estampes, vu la diversité des supports, je ne suis pas sûre que l'EAD soit ce qui nous convienne le mieux. Alors, je vais peut-être vous paraître extrêmement réactionnaire et conservatrice, mais j'y vais. Je crois que ce qu'il faut, pour nous, ce qui est essentiel, c'est de coller au cadre de classement. Et je pense que si on avait davantage lu ce que nos prédécesseurs avaient écrit sur ce qu'est le catalogue, il y a peut-être une erreur qu'on n'aurait pas commise. Mais bon, on s'en est rendu compte plus tard. Une question, Julie ou Aurélie? Marie-Noëlle Perrin des Archives municipales de Marseille. Ma question est peut-être hors sujet, mais j'ai été interpellée par ce que vous venez de dire sur les choix à opérer pour la numérisation. Bon, on le sait très bien, on ne peut pas tout numériser, on sait très bien qu'il n'y a pas tout sur l'Internet, mais nous, en tout cas en archive, on a l'habitude de faire des tris. Et de se dire, j'ai un fonds qui est énorme, notamment d'un photographe professionnel, contemporain. Est-ce que je garde tout? Voilà, on a vraiment cette culture du tri. Qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce qui risque d'être réutilisé? Qu'est-ce qui porte un contenu? Donc là aussi, on se pose des questions sur la numérisation. Et donc, moi, je voulais vous demander, les documents que vous ne numérisez pas,
donc qui ne sont pas accessibles sur l'Internet. Est-ce que vous avez des consultations physiques en salle de lecture? Enfin, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est effectivement, vous avez mis le doigt sur la question, c'est que plus on numérise, plus on a de mal à remplir les salles de lecture. Ça dépend, je suis d'accord avec vous. Dans certains cas, la numérisation fait un peu effet de tête de gondole. C'est-à-dire, voilà, on a regardé ce qu'on a dans les collections. Derrière, dans le fond du rayon, il y a encore d'autres choses qui peuvent vous intéresser. On se rend compte quand même que souvent les chercheurs, ils se contentent de ce qu'ils trouvent sur Internet. On est, par exemple, on a une activité de prêt pour exposition extrêmement importante. Et on se rend compte que de plus en plus, les commissaires d'exposition se contentent de ce qu'ils trouvent sur Gallica et ne viennent même pas voir l'original. Ils sont déçus quand ils voient arriver un timbre-poste. Bon. Enfin, on les prévient avant quand même. Mais donc, c'est effectivement extrêmement complexe. Et je pense que tout l'enjeu pour nous, c'est de réussir à faire comprendre qu'on numérise ce qui est ce qui peut intéresser le grand public, parce que ça, je pense que c'est quand même important. On a quand même cette mission-là. Et il y a toute une médiation développée dans Gallica autour de ça. Et ça, c'est vraiment important. Ça permet de faire connaître nos collections, mais il faut qu'on trouve un moyen de dire il y a une forêt derrière l'arbre. Parce que nous, on ne trie pas, nous, on ne jette pas. C'est arrivé par dépôt légal, et puis ce n'est pas vraiment dans la tradition de la bibliothèque de jeter, voyez-vous. Enfin, surtout pas dans les départements spécialisés. Donc, voilà, je parlais tout à l'heure de cette idée que j'ai de créer un bouchon électronique, donc en fait une espèce de salle de lecture virtuelle qui permettrait justement de guider le chercheur entre ce qui est numérisé et ce qui n'est pas numérisé, et qui lui fasse bien prendre conscience que tout n'est pas numérisé et qu'il y a des choses qui peuvent l'intéresser dans ce qui n'est pas numérisé. Voilà, c'est ce que je peux vous répondre. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Alors, si quand même j'ajouterais une chose, c'est que quand on numérise un œuvre ou quand on numérise une série, on ne fait pas de picking, c'est-à-dire qu'on numérise le recueil. Sinon, ça devient ingérable. On ne sait plus ce qui est numérisé ou ce qui n'est pas numérisé. Donc, si on décide de numériser l'œuvre de, je ne sais pas, Claude Mélan, on va tout numériser. On ne va pas prendre juste une ou deux images qui sont particulièrement célèbres.